C'est-à-dire que la CSRD, si vous en avez déjà entendu parler, très souvent, on a tendance à vous le présenter comme étant une norme obligatoire avec un certain référentiel. Très souvent, vous allez entendre parler peut-être de la notion de SRS, 12 ESRS, 1178 data points, points de données. Oui, c'est vrai, c'est une partie de la CSRD, mais la CSRD, c'est beaucoup plus que ça et c'est intéressant de prendre un pas de recul et d'arriver à comprendre quel est le contexte en fait par lequel la CSRD est arrivée et quel outil de transformation et de pilotage stratégique c'est. En fait, le cœur de la CSRD, au départ, c'est le Green Deal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Green Deal, le pacte vert européen. Et donc, ce Green Deal, en fait, il a plusieurs enjeux. Le premier, c'est de faire en sorte que l'Union européenne atteigne une neutralité carbone d'ici 2050 avec une étape intermédiaire qui est de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On va pas se mentir, on est en retard pour 2030, mais la target de 2050 est toujours présente à aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire pivoter le modèle économique européen pour permettre de prendre ce virage et d'aller vers cette neutralité carbone-là. Et pour ça, ça doit passer par une transformation systémique de notre secteur économique et notamment de secteurs économiques clés qui sont l'énergie, le transport, l'industrie, l'agriculture et la biodiversité. Également, l'Europe, quand elle a construit ce Green Deal, et de se dire, OK, on va aller chercher cette neutralité carbone d'ici 2050, on a identifié en fait nos leviers de décarbonation, pour ceux qui font notamment des plans de transition climatique. Donc, on a identifié nos leviers de décarbonation prioritaires, qui sont les secteurs que je vous ai donnés. Maintenant, pour arriver à transformer ces secteurs économiques et atteindre notre ambition de décarbonation, il y a un facteur clé qui est de pouvoir financer cette transition-là. Et il a été estimé à 1000 milliards d'euros d'investissement public et privé nécessaires pour aller enclencher cette dynamique et aller atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050. Donc on voit que le Green Deal a aussi une ambition de flécher les flux financiers, notamment privés, vers des solutions beaucoup plus vertueuses. Et c'est pour ça que très souvent, quand on va parler de CSRD, on parle aussi d'un triptyque de lois associées qui est notamment la SFDR, la loi pour la finance responsable et la taxonomie. Et on se rend compte que ces trois lois cohabitent ensemble dans cette optique-là d'aller chercher cette neutralité carbone, de transformer notre économie et de flécher des flux financiers. Et c'est vraiment ça l'origine de la CSRD, plus que des data points et des ESRS, c'est pouvoir répondre à ces trois enjeux. J'aime bien en fait résumer moi la CSRD avec ce schéma qui permet un peu de comprendre. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on a un monde qui atteint petit à petit l'ensemble de ses limites planétaires. Donc, vous savez qu'il y a 9 limites planétaires aujourd'hui. On en a dépassé déjà 6. Une septième est en cours de dépassement, notamment l'acidification des océans. Il faut savoir qu'en 2013, il y avait seulement une limite planétaire qui était dépassée. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est exponentiel et qui fait qu'accélérer. Et donc l'atteinte de ces limites planétaires fait qu'à un moment, on se retrouve avec des ressources qui sont beaucoup plus contraintes, plus difficiles d'accès, plus volatiles, puisqu'on a un ensemble de dérèglements qui viennent un peu perturber régulièrement notre activité économique. Et c'est important de le prendre en compte, d'autant plus que le continent européen est pas ou peu finalement producteur de matières premières clés. Et on est très dépendant du reste du monde et donc importateur sur nos matières premières essentielles à notre économie. Sauf que dans un monde où la, euh, comment dire, pas la demande, mais l'offre va devoir fluctuer et va être beaucoup plus volatile, et que l'on n'est pas un pays producteur, on s'expose à deux points importants. C'est des approvisionnements qui seront aléatoires et difficiles à anticiper et une augmentation des prix des matières premières. Et forcément, ça va mettre en difficulté notre modèle économique et notre compétitivité. Ajouter à ça, en fait, un deuxième point clé qui est la baisse de production des énergies fossiles, qui a été atteinte depuis 2009. Pour produire, on sait, un litre de pétrole, il faut plusieurs millions d'années de fossilisation pour transformer en fait les eaux en fossiles et en pétrole. Quand dans le même temps, il nous faut 10 kilomètres avec notre voiture pour pouvoir utiliser ce litre de pétrole. Donc on voit bien que notre capacité de production de pétrole versus notre capacité d'utilisation fait que mécaniquement, on en consomme beaucoup plus qu'on peut en produire.
Et on a atteint depuis 2009 ce pic, ce qui fait qu'aujourd'hui, les réserves diminuent petit à petit et ne feront que diminuer. Donc forcément, avec des réserves qui diminuent, une demande qui reste toujours aussi forte, voire qui augmente, ben, on est tous confrontés à la situation que l'on connaît actuellement, qui est une hausse, notamment des prix des carburants, mais pas que, une hausse en fait du pétrole. Et cette hausse ne sera que continue et ne continuera d'arriver, même si on peut avoir des effets de marché à un moment qui peuvent tirer vers le bas ces prix-là en fonction des capacités de production, mais mécaniquement, le pétrole ne fera que augmenter sur les prochaines années. Et on est très dépendant du pétrole. Donc si on résume, en fait, on a des limites planétaires qui sont atteintes, ça amène des dérégulations sur les matières premières, donc une volatilité des prix, une volatilité en approvisionnement. On n'en produit pas, donc on est très dépendant à ce sujet-là. On a le même sujet sur le pétrole. Donc en gros, notre économie repose sur des choses que l'on ne maîtrise pas, qui vont fluctuer et sur lesquelles on va être dépendant de bon vouloir des autres continent de vouloir nous approvisionner. Et ben, tout ça dit que à 20, 30, 40, 50 ans, on est en grande difficulté et l'économie européenne pourrait se retrouver en déclin. Ça nécessite d'amener un plan de transformation de notre économie. Et c'est ça, en fait, le cœur de la CSRD. C'est de pouvoir aller identifier quels sont les points de vulnérabilité de mon entreprise ou de vos clients pour pouvoir, après, derrière, mettre en place des plans d'action qui vont nous permettre de diminuer les risques et dépendances sur le sujet et de pouvoir construire une entreprise plus pérenne demain en fonction des nouveaux enjeux dans lesquels on est confronté. Nouveau étant un euphémisme, puisque on sait depuis maintenant plus de 50 ans que ces enjeux existent, c'est juste qu'on s'en rend de plus en plus compte aujourd'hui. Là, je vous ai partagé deux chiffres clés importants à prendre en compte, moins 10% et moins 5%. Le moins 10%, la source provient du Haut Conseil pour le climat. C'est la régression de PIB annuelle moyenne dans laquelle on ferait face dans un monde à plus 4 degrés. Un monde à plus 4 degrés, c'est une projection d'un monde entre 2050 et 2100, avec la trajectoire que l'on a actuellement, et sans ralentissement de notre part. Pour vous donner un peu une échelle de valeur que représentent ces moins 10%, moi je vous ai mis le moins 5% en face. Ça aussi, c'est une régression de PIB, mais sur un événement qui nous a tous marqués, que l'on a tous connu et qui reste dans nos mémoires, qui est en fait l'année du Covid. L'année du Covid, le PIB mondial a diminué de 5%. Ça veut donc dire que le climat, à long terme, aura 2 fois plus d'impact sur notre économie que le Covid. Et donc, il faut qu'on arrive un peu à se préparer et à anticiper ce point-là, parce que sinon, les dégâts économiques et sociaux seront considérables. Je vous donne un autre chiffre qui est important d'illustrer, qui est donné par Nature Climate Change, qui est x10. Qu'est-ce que représente ce x10? C'est une étude qui montre que pour 1 dollar investi dans l'adaptation aux risques liés au changement climatique, on économise entre 10 dollars de pertes futures. Et c'est important en fait de mettre ça en exergue avec un sujet qui est aussi important, qui est de se poser la question, est-ce que dans un monde à plus 4, c'est un monde qui est toujours assurable? Est-ce que les assurances pourront continuer de jouer leur rôle? Sachant qu'en 2024, le réchauffement climatique a causé pour 330 milliards d'euros de dégâts et que seulement 180 milliards d'euros ont été pris à la charge par les assurances. Le reste étant à la charge des personnes ayant subi ces dégâts. Donc, on se voit déjà qu'on a du mal à assurer 100% des dégâts aujourd'hui dans un monde où ça ne va qu'accélérer. On peut se poser la question légitimement de est-ce que je pourrais toujours être assurable? Et un monde qui n'est plus assurable, c'est un monde qui s'écroule puisque ça a des répercussions sur du levier bancaire, etc. Et donc, la CSRD, son rôle, c'est de se dire, OK, on a cette situation-là, on ne va pas faire du catastrophisme, on ne va pas se dire qu'on va droit dans le mur, on sait que c'est la trajectoire où on va si jamais on change rien, on a possibilité de changer des choses. Il est important qu'on mette en place une stratégie pour pouvoir réorienter en fait notre trajectoire. Et donc, c'est un cadre pour accompagner les entreprises vers plus de résilience autour de 3 enjeux clés qui sont des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux et des enjeux de gouvernance, des enjeux ESG. Et en fait, quand on réfléchit à la CSRD, ce qui intéresse réellement la personne qui lit, mais c'est surtout les questions que doivent se poser les entreprises et sur lesquelles vous, consultants, vous devez accompagner vos entreprises. En fait, il y a 4 piliers clés. J'ai un sujet qui est important pour moi, qui est dit matériel, si on prend le lexique CSRD. Et donc, ce sujet-là représente soit un risque, soit une opportunité
pour mon entreprise, soit mon entreprise génère un impact qui est très fort ou très positif et qui demain, par effet de levier, amènera un risque ou une opportunité. Et donc, ce point, il est stratégique pour moi et donc je dois le prendre en compte. Et pour ça, je vais devoir expliquer quatre points, quatre piliers. Un, quelle gouvernance je mets pour piloter ce sujet-là, c'est-à-dire je sais que j'ai un point clé pour mon entreprise. Comment est-ce que je le prends en compte? Est-ce que c'est moi qui le pilote en tant que DG? Est-ce que je le fais piloter par un conseil d'administration? Ou est-ce que finalement je missionne un stagiaire qui va me piloter le sujet? Et ça, déjà, en fonction de l'enjeu et de la réponse que je vais donner en termes de gouvernance, je vais envoyer des signaux forts euh, à l'ensemble de mes parties prenantes sur comment est-ce que je prends le sujet. Donc, la gouvernance, ça représente tous les processus, contrôles et procédures utilisées pour contrôler, gérer et surveiller la thématique de durabilité clé sur laquelle je souhaite travailler. Le deuxième point à importer, c'est de se dire, OK, si vous avez cet impact risque ou cette opportunité, mécaniquement, ça va avoir un impact sur votre modèle économique. Et donc, comment est-ce que vous le prenez en compte? Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre modèle économique? Comment est-ce que vous faites changer votre modèle économique? Mais pas forcément là, l'année prochaine, mais à court, moyen, long terme. C'est ça qui est intéressant parce que si je sais que je vais droit dans le mur, mais que finalement, je ne change pas ma trajectoire, c'est aussi un message fort qui est envoyé. Troisième point, ça va être la gestion des impacts, risques et opportunités. Donc, c'est la manière dont l'entreprise a pu identifier ces impacts, risques et opportunités. On veut comprendre qu'est-ce qui a amené votre réflexion et comment vous avez construit votre réflexion pour dire ce sujet-là, il est important pour moi. Et donc, forcément, comme il est important, quelle politique et action vous mettez en face pour atténuer en fait, le changement. Et dernier point, c'est quels objectifs, quelles métriques et cibles vous fixez. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très logique dans la CSRD. On verra après, on va parler de l'analyse de double matérialité, mais mon analyse de double matérialité me permet d'identifier un sujet qui représente soit un risque, soit une opportunité, soit qui a un impact fort pour mon entreprise. Donc, ce n'est pas un sujet qui est neutre. Je vais me concentrer sur les 20-80, quels sont les 20% des sujets qui génèrent 80% de mes impacts, risques et opportunités. On applique la loi de Pareto. Donc, j'ai ce sujet-là qui est important. Et quelle gouvernance je mets en place? En gros, comment je le pilote? Comment est-ce que je fais en sorte de ne plus l'avoir dans mon modèle d'affaires à court, moyen et long terme? Donc, quelle politique et action je mets en place pour ça? Et quelles sont les cibles que je me fixe pour piloter un peu le sujet? Et finalement, là, on parle d'enjeux CSRD, mais cette réflexion-là, je pourrais l'avoir sur des enjeux RH, je pourrais les avoir sur des enjeux de pilotage de trésorerie, je pourrais les avoir sur des enjeux de contrôle de gestion. C'est quelque chose qui est finalement très, très logique dans le fonctionnement des entreprises. Et pour ça, je vous l'ai dit, on doit avoir une double vision. C'est l'analyse de double matérialité, c'est le socle, c'est la clé d'entrée, c'est la photographie qui permet de lancer ce diagnostic. Et à chaque fois, on doit avoir dans cette analyse de double matérialité deux questions à se poser. C'est comment mon environnement économique, social, naturel, environnemental peut influer sur la performance économique de mon entreprise. Donc, c'est comment demain une inondation peut impacter le chiffre d'affaires de mon entreprise. Ça peut paraître quelque chose d'abstrait, mais je vous prends un exemple. Vous pouvez regarder les résultats de Porsche sur l'année dernière. Il y a eu des inondations dans l'est de l'Europe qui ont entraîné des ruptures en aluminium. Résultat, ça a créé des ruptures en approche chez Porsche. Et la production a été à l'arrêt pendant plusieurs semaines. L'impact financier a été mesuré à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je peux vous donner un autre exemple. On a les trois régions principales productrices d'orange dans le monde qui sont le Brésil, le Mexique et la Floride. L'année dernière, la sécheresse extrême au Brésil ainsi que les intempéries fortes et ouragans en Floride ont réduit massivement la production d'orange. C'est pas la première année que ça arrive, c'est un effet qui devient constant. Résultat, la tonne d'orange a été multipliée par 2,5. On est passé de 500 $ la tonne en 2021 à 1 300 $ l'année dernière. Vous avez le groupe Suntory qui a Orangina, Oasis et d'autres marques autour d'Orange qui annoncent devoir augmenter ses prix de 10% l'année prochaine à cause de ce prix-là. Donc on voit que mon environnement a un impact direct en fait sur ma performance économique et donc comment est-ce que je fais pour l'identifier par des projections pour essayer de les anticiper et d'être moins sujet à ces problématiques-là quand elles arrivent. Et après, il y a une deuxième question, c'est de se dire comment moi, mon entreprise, finalement, elle a aussi un impact sur mon environnement extérieur parce que mon activité, ma chaîne de valeur, génère forcément des impacts qui sont positifs ou négatifs et c'est important de les identifier. Parce que si je les identifie, je les atténue.
Parce que si je les atténue pas, en fait, ils vont renforcer, par effet boomerang, les effets que mon environnement va avoir sur moi. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui est très circulaire et que c'est important de prendre ces deux variables-là. Les enjeux de la CSRD, finalement, ils sont doubles. C'est une notion de transparence et une notion de comparabilité. Transparence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va faire une photographie à fin d'exercice comptable du niveau de maturité RSE de l'entreprise. C'est ça le rôle de la CSRD. Et cette photographie, elle doit être la plus sincère possible. Et très souvent, on a tendance à. J'appelle ça, moi, le syndrome du bon élève. Le syndrome du bon élève, c'est de vouloir aller chercher la meilleure note possible, c'est de vouloir être au premier rang de la classe, d'avoir les meilleures notes, voilà, toute cette, d'être bien vu. Sauf que la CSRD, ce n'est pas du tout ça. C'est pas une certification, c'est pas une labellisation. Vous n'allez pas avoir une note. Vous n'allez pas avoir un diplôme à la fin de votre CSRD. Votre auditeur, il va juste vous dire, OK, c'est sincère ou c'est pas sincère. Mais en même temps, une entreprise qui dit, moi, je veux rien faire et je ne ferai rien et je ne ferai rien à l'avenir, si c'est réellement le cas, c'est aussi une photographie sincère et son rapport, il sera validé. Il n'y aura pas d'interprétation en disant c'est un bon ou un mauvais rapport directement. Après, c'est l'image que je vais véhiculer en externe qui va pouvoir influer ça. Mais l'enjeu, c'est cette transparence, c'est de dire exactement ce que vous faites, pas l'embellir, pas la sous-estimer, mais dire concrètement qu'est-ce que je fais. Et votre auditeur n'aura pas son mot à dire en disant vous faites du bon travail, vous n'en faites pas. Vous avez donné une vision sincère de la situation, vous n'en avez pas donné de vision sincère. Et ça, c'est quelque chose qui peut perturber parce que très souvent, on a été conditionné par il faut que j'ai la meilleure note possible, il faut que j'aille chercher un diplôme, il faut que j'aille chercher une certification. Et l'exercice de CSRD, c'est tout sauf ça. Et pourquoi en fait c'est tout sauf ça? C'est parce que ça va permettre une vraie comparabilité. Et ça va permettre une comparabilité à deux niveaux. Ça va permettre une comparabilité de l'entreprise vis-à-vis d'elle-même. Où est-ce qu'elle était il y a un an, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Et finalement, quelle évolution elle a? Et ensuite, ça va permettre une vraie comparabilité entre entreprises d'un même secteur parce que mécaniquement, les entreprises d'un même secteur devraient avoir 80% de leurs impacts risques opportunités qui seraient les mêmes. Les 20% restants étant très spécifiques à l'entreprise. Mais donc, j'ai 80% des sujets de durabilité qui seront communs au sein d'une même entreprise, d'un même secteur. Et premièrement, je vais pouvoir voir si toutes les entreprises ont bien identifié les mêmes sujets. Et donc, je vais pouvoir aller challenger l'entreprise en disant, mais pourquoi si le sujet est important pour 80% de vos confrères, il ne l'est pas chez vous? Peut-être qu'il y a des bonnes raisons, peut-être qu'il n'y en a pas. Et ensuite, à sujet équivalent, je vais pouvoir enfin comparer comment les entreprises prennent le sujet en main. À travers les quatre axes qu'on a vus, bah, quelle gouvernance, comment elle l'a pris en compte dans son modèle d'affaires, quelles sont les politiques et actions qu'elle a mis en place et quels sont ses objectifs. Et là, je vais pouvoir voir réellement, OK, l'entreprise, comment est-ce qu'elle veut agir sur le sujet. Et finalement, ça évite les problématiques qu'on pouvait avoir. Peut-être que ça parlera à certains, mais avec l'ex-DPEF, les entreprises pouvaient aborder les sujets qu'elles souhaitaient, à condition que ce soit des sujets qui existent réellement. Et donc, on pouvait avoir une entreprise comme Orpea qui avait une très bonne note EcoVadis, qui avait des très bons DPEF, et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu le scandale des Fossoyeurs. Donc, ça interpelle, et c'est ça qu'on veut éviter, en fait. C'est de se dire, ça doit être une représentation la plus fidèle possible, et éviter tout risque d'embellissement marketing. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, le rapport des PEF de Hermès l'année dernière qu'ils ont annoncé comme étant un rapport mi-CSRD et leur rapport CSRD qui vient de sortir. Et vous verrez clairement que le marketing a pris un gros pas de recul sur les obligations et que ça oblige à beaucoup plus de transparence et beaucoup plus d'informations à divulguer. Et c'était plutôt intéressant comme exercice à réaliser. Dans les grands principes, pour continuer un peu de la CSRD, il y a un principe qui est transverse, qui, en fait transpire dans l'ensemble des sujets à traiter, qui est le principe de diligence raisonnable. La diligence raisonnable, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont j'identifie, je préviens, j'atténue et je rends compte sur les différents impacts négatifs, réels et potentiels que je peux avoir sur l'environnement et les personnes liées à mon activité. Et en fait, c'est ça, la CSRD. C'est clairement comment je vais faire pour identifier. L'identification, c'est l'analyse de double matérialité. Comment est-ce que je préviens? Bah, c'est quelle gouvernance je mets en place pour suivre, comment je le prends en compte dans mon modèle d'affaires, quelles sont les politiques et actions que je mets en place. Comment j'atténue? Bah, concrètement, comment est-ce que j'ai agi? C'est-à-dire que j'avais mes politiques et mes plans d'action. Est-ce que réellement, bah, elles sont efficaces? Est-ce que je suis ma feuille de route? Et comment est-ce que je rends compte? Bah, je formalise tout ça dans un rapport qui est à disposition de mes parties prenantes. Et donc, on voit que c'est un vrai exercice RSE au sens large et au sens le plus noble du terme que de faire son exercice de CSRD et que c'est pas un exercice de compliance, c'est pas un exercice de reporting,
puisque un exercice de reporting, c'est de dire qu'est-ce que j'ai fait. Là, on doit se projeter sur demain, qu'est-ce que je compte faire et où est-ce que je veux aller demain. Autre point important dans les principes de la CSRD, c'est que c'est- c'est- cette, euh, cet exercice-là oblige à relier le financier et le non financier. Les enjeux RSE ne peuvent avoir d'existence que s'ils sont reliés à des enjeux financiers. Je m'explique. Vous prenez les anciennes DPEF ou vous prenez les rapports RSE de la majeure partie des entreprises. Vous avez des plans d'action. Ça, c'est top, il n'y a pas de débat. Quand vous avez rarement les moyens humains et financiers associés. Et là, la CSRD, en fait, vous dit, OK, vous nous dites ce vers où vous voulez aller, c'est quoi votre destination, c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre ambition. Mais pour ça, il va falloir que vous nous disiez aussi concrètement qu'est-ce que vous allez mettre sur la table en termes de CAPEX et d'OPEX, c'est-à-dire en termes d'investissement et de frais de fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir la plus belle ambition du monde et le plus beau plan d'action du monde. Si derrière, vous n'y mettez pas les moyens justes et nécessaires, ça ne sera pas aligné et il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça peut même s'appeler du greenwashing. Donc là, en gros, vous nous donnez une ambition et on veut vérifier que vous mettiez bien les moyens associés à cette ambition. Et ça, c'est un vrai shift de pensée. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, une année, si on ne le fait pas, c'est grave. On peut à un moment ne pas être au niveau que l'on souhaitait des investissements parce que j'ai fait moins 20 en chiffre d'affaires, parce que l'année a été compliquée, etc. C'est pas grave, il suffira juste de le dire et d'expliquer en quoi cette année peut remettre en cause ou pas votre ambition et comment est-ce que vous voulez piloter par la suite. On veut juste que de la transparence, c'est vraiment le point clé. Autre point clé important, donc outre le relais financier et le non financier, ça va être l'engagement des parties prenantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise doit construire son exercice de son analyse de double matérialité en n'étant pas auto-centré, mais en s'ouvrant aussi aux visions des différents acteurs qui peuvent graviter autour de son entreprise, pour avoir une vision la plus large possible et la plus efficace. Donc ça a un véritable impact, et ça permet de renforcer le dialogue avec les parties prenantes et d'améliorer la réactivité des entreprises aux enjeux ESG. Et pour ça, on a une méthodologie qui est plutôt claire autour de deux axes forts à réaliser, qui est une analyse de sa chaîne de valeur. Ça peut paraître quelque chose de bateau, mais on se rend compte que beaucoup d'entreprises ne maîtrisent pas leur chaîne de valeur. Et quand on parle de chaîne de valeur, c'est pas seulement les fournisseurs et les clients, c'est vraiment par quelles étapes passe le produit du moment où il est extrait à sa fin de vie. Et tous les acteurs qui vont venir jusqu'à chez mon fournisseur, jusqu'à chez moi, et puis après, une fois que le produit a quitté chez moi, comment ça se passe jusqu'à la manière dont sa fin de vie est traitée. Et là, on se rend compte que on a une vision qui est beaucoup plus précise, on voit quelles sont les différentes étapes par lesquelles on peut passer, est-ce qu'il n'y a pas des étapes qu'on peut essayer de switcher pour diminuer ses impacts, et on a une vision un peu plus stratégique de son activité. Et après, deuxième point, c'est de réaliser une analyse de double matérialité avec les deux questions, la matérialité financière. Comment est-ce que les questions environnementales, sociales et de gouvernance peuvent affecter la performance financière de l'entreprise? Et la matérialité d'impact ou d'incidence, comment les activités de l'entreprise affectent l'environnement et la société. Donc le but, à la fin, c'est de faire émerger les sujets de durabilité qui sont propres à l'entreprise et à son secteur, qu'elle aura elle-même identifié à l'aide de ses parties prenantes. Et là, clairement, on applique la loi de Pareto, hein, c'est les 20-80, ça ne sert à rien d'avoir une liste d'enjeux à traiter long comme le bras, on veut les enjeux les plus importants qui généreront le plus de résultats derrière. Donc le but, c'est pas de rentrer dans une course à celui qui va traiter le plus d'enjeux, mais celui qui va être le plus efficace dans ses actions. Et donc voilà, comme je vous ai dit, point clé pour terminer, c'est vraiment ce point-là qui semble important. Et ça montre en fait que le DAF a aussi un rôle essentiel à jouer dans la CSRD, c'est que chaque plan de transition, puisque chaque sujet que vous allez devoir traiter entraînera un plan de transition, doit contenir en plus des objectifs, des informations concernant la gouvernance, mais également sur les moyens humains et financiers alloués au plan de transition. Et donc, si à un moment j'annonce dans la CSRD que je mets 100 000 euros d'investissement sur la table chaque année, je dois retrouver en CAPEX ces 100 000 euros quelque part dans mon compte de résultat. Si jamais ce n'est pas le cas, je ne peux pas dire que j'ai mis 100 000 euros. Ça peut paraître très bête ce que je dis, mais il va falloir pousser cette transparence à l'extrême parce que les auditeurs iront vérifier ces sujets. Donc voilà un peu le cadre général de la CSRD. Je suis volontairement pas rentré dans les sujets de SRS, de DR et de data point parce que ces informations que vous avez
un peu partout, mais ça, en fait, c'est surtout le comment. Moi, je voulais que vous compreniez le pourquoi aujourd'hui la CSRD est intéressante. Et je vous propose bah, qu'on puisse passer sur une session de questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Bon, je vois, je vous ai laissé sans voix. Peut-être que ça entraîne des réactions, des sujets, ou que ça fait écho avec des choses que vous projetiez, ou au contraire, peut-être pas. C'est aussi intéressant d'avoir votre avis. Oh, attends, attends. Euh, comment je fais? Voilà. Ah, il y a une question. Il y a une Voilà, il y a question. une question. Bon, Vas-y. donc, avec la directive Omnibus, est-on toujours dans la même approche? La réponse est oui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le cadre général n'a pas changé tant que ça. Pour deux raisons. Le premier, c'est qu'il y a un sujet qui n'est pas du tout challengé et qui n'a jamais été mis en cause, qui est l'analyse de double matérialité. Et l'analyse de double matérialité reste bien le fondement et le cœur de l'exercice de la CSRD. La chose que pourrait un peu challenger Omnibus, c'est que finalement de se dire, dans l'ensemble des points de données que l'on demande, est-ce que tous sont très pertinents et est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on leur demande pas des sujets qui sont du reporting pour faire du reporting? Et ça, c'est plutôt là-dessus qu'il pourrait y avoir des points qui pourraient trancher par la suite. Mais finalement, l'analyse de double matérialité, de faire cet état des lieux et ce diagnostic sur quels sont mes impacts, risques et opportunités, et j'identifie les sujets les plus importants pour moi pour vraiment agir dessus, reste que plus que jamais d'actualité. Et je vais même aller plus loin, toutes les entreprises qui ont réalisé une analyse de double matérialité se demandent comment est-ce qu'elles ont fait pour ne pas le faire avant et auraient du mal aujourd'hui à piloter leur stratégie sans cet outil-là. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Quels sont les principaux défis que rencontrent les PME pour se conformer à la CSRD? Alors, premier point, la CSRD en tant que telle, sur le référentiel qu'il y a, et surtout à destination des ETI. Donc, initialement, à date, on a encore à des entreprises qui sont plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 25 millions d'euros de bilan. On devrait passer sur je pense raisonnablement, plutôt entre des entreprises entre 500 et 1000 salariés demain. La tendance étant même plus à 1000 salariés. Donc, se pose la question de se dire, OK, pour les PME, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une norme volontaire qui s'appelle la VSME qui regroupe un certain nombre d'indicateurs sur lesquels les entreprises peuvent travailler. Et donc, c'est beaucoup plus restreint parce que de 1178 data points, on passe en fait à environ 80 points de données à checker. Par contre, qu'est-ce qui peut être intéressant pour une PME de faire comme exercice? C'est justement de faire cet exercice de double matérialité, qui n'est pas obligatoire dans la VSME. Mais pourquoi est-ce qu'il est pertinent de le faire? Parce que c'est vraiment un outil de pilotage. Et donc, si à un moment je me pose, que j'identifie quels sont les sujets qui demain pourraient mettre en difficulté mon entreprise, j'essaie de pouvoir transformer, de pouvoir plutôt mettre en place un plan de transformation et de pilotage par la suite. Et après, est-ce qu'on est obligé, dans ces cas-là, d'aller sur le cadre très strict de la CSRD et d'aborder l'ensemble des sujets quand on a une PME? La réponse est non. Par contre, le fait de maîtriser l'exercice, je sais sur quoi je dois me concentrer, je sais qu'est-ce que je peux arriver à faire sauter comme sujet pour gagner en efficacité versus les enjeux propres de ma PME. En espérant que ça a répondu à la question. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne peux pas les poser dans le chat.
N'ayez pas peur. Posez votre question dans le chat. Avec grand plaisir. Y a-t-il des outils adaptés que vous conseillez pour identification, pilotage, reporting adapté au PME? Alors, des outils, il en existe plein. Et ça, ça, c'est un vrai sujet à questionner. C'est-à-dire que vous avez des outils qui sont très bien pour pouvoir vous accompagner pour vous tracer un peu, et vous aider à formaliser jusqu'à l'analyse de double matérialité. Vous avez des outils qui sont plutôt très bien pour faire de la collecte de données derrière. À date, par contre, j'ai pas réussi à trouver d'outils qui permettaient d'amener de l'analyse de double matérialité jusqu'à la collecte de données et la rédaction du rapport. En fait, moi, ce que j'ai très souvent tendance à préconiser, c'est que la première année, c'est bien de se faire un exercice à blanc, un peu à la main, avec des fichiers Excel, même si ça peut paraître archaïque. Mais pourquoi? Ça permet, un, de s'approprier la méthodologie, et deux, de pouvoir identifier quels sont les sujets sur lesquels on a eu du mal à aller prendre de la donnée, à la structurer, à la collecter. Et pourquoi? Ça me permet, si je fais ça, de pouvoir finalement créer mon propre cahier des charges sur mes besoins et de pouvoir plus facilement choisir l'outil le plus adapté dont j'aurai besoin en fonction de mes caractéristiques propres. Parce que sinon, bah, vous risquez de prendre un outil qui ne répond peut-être pas à vos besoins réels et très souvent on vous demande de vous engager pour plusieurs années. Et donc, bah, vous allez payer voilà, un forfait qui ne sera pas forcément pertinent. Alors, est-ce que je peux donner quelques éléments sur l'omnibus et les principaux changements? Alors, déjà, une directive omnibus, qu'est-ce que c'est? C'est un outil législatif européen qui permet en fait de changer à plusieurs lois en même temps au lieu de les changer une par une. Donc, la directive omnibus est là pour changer notamment la CSRD et la CS3D. Euh, Premier point qui a été acté aujourd'hui, c'est un report de 2 ans pour les entreprises soumises en 2025 qui devaient reporter en 2026. Donc à date, rien d'autre n'a changé sur la CSRD, à part le fait que les entreprises devront reporter dans 2 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura comme changement? En fait, j'en sais rien. Comment la vie législative européenne va prendre son cours? Ben là, on va avoir euh, des échanges qui vont commencer à se lancer et des propositions d'amendements, propositions de loi qui vont être amendées et on va voir un peu sur les forces en présence au sein du Conseil de l'Europe et du Comité européen, voir un peu ben, où est-ce que ça va basculer. On a des pays comme l'Espagne qui ne souhaite absolument pas changer la CSRD. On a des entreprises comme l'Allemagne qui souhaitent modifier. Même si étonnamment, il y a une étude qui a montré que sur les 220 premiers rapports CSRD qui est arrivé, la moitié des entreprises n'étaient pas soumises à la CSRD, mais l'ont fait quand même. Donc 45 sont des entreprises allemandes. Donc c'est assez marrant à étudier. On a la position de la France qui est un peu ambiguë entre oui, il faut l'enlever et non, il ne faut pas l'enlever. Donc un peu, ça va être intéressant de voir comment tout ça va vivre au sein du Parlement européen et quels seront les principaux changements. À aujourd'hui, à date, au 8 avril, rien n'a changé. Tout ce que je pourrais vous dire comme changement est de la fiction politique et de la fiction CSRD. Donc, je serais incapable de vous dire ce que ça va changer. Les grands bruits que l'on entend, c'est qu'il y aurait moins de points de données à reporter pour les entreprises. Voilà. Mais on aimerait tous déjà avoir la réponse et savoir exactement ce que Omnibus nous prépare. Pour la comparabilité, n'y a-t-il pas besoin de formaliser dans les méthodologies, outils d'interprétation, exemple bilan carbone avec pion sur rue, mais quid pour les autres impacts? Alors, en fait, c'est ça le but de la CSRD, c'est que vous allez devoir décrire comment est-ce que vous avez défini vos actions. Et en fait, il y a un vrai formalisme. Je vous explique, quand vous allez parler d'une politique, je vais mettre en place ma politique en lien avec mes enjeux climatiques. Et bien, une politique, c'est défini par la CSRD et vous avez un ensemble de data points qui vous dit quand vous devez faire une politique et vous devez le faire à tel endroit, tel endroit, tel endroit, ça doit respecter ces 6 critères suivants et les critères sont listés. Vous avez notamment
la personne hiérarchique la plus haute en charge de piloter le sujet, vous avez les moyens humains et financiers que vous allouez, etc., etc. Donc en fait, tout a été vraiment tracé pour que je puisse voir, comprendre quels sont les choix des uns et des autres et que je puisse concrètement comparer les entreprises entre elles. C'est pour ça que le texte de loi est plutôt massif et que vous avez 300 pages de texte de loi, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de précisions qui vous sont données. Est-ce, est-ce qu'il y a une dernière petite question? Oui. Il y en a deux. Quels sont les principaux liens entre la CSRD et le GRI? Bah, il y a des liens qui sont très fréquents et il y a un draft qui est en cours de l'EFRAC pour essayer de montrer les interpolarités entre les deux. Mais en fait, la CSRD a beaucoup d'interpolarités avec le GRI, le TCFD, l'ISO 26000, etc. Donc, on a des liens qui sont très réguliers et il faudrait rentrer en fait dans le détail de chacun des sujets sur chacune des normes pour que je puisse vous répondre très précisément, mais il y a des drafts qui existent pour avoir cette interpolarité. Et comment la CSRD peut-elle devenir un levier de différenciation positive pour une petite entreprise engagée dans l'artisanat et la durabilité? Très très bonne question. En fait, si vous identifiez vos impacts, risques et opportunités, parce que le but, ce n'est pas de créer que des risques et des impacts négatifs, vous avez aussi des impacts qui peuvent être positifs et vous avez des vraies opportunités. Et bien, le but après, derrière, ça va être de capitaliser sur ces opportunités. Et en même temps, de pouvoir identifier quels sont vos risques, qui demain peuvent avoir un vrai effet sur votre marge, et pouvoir les anticiper pour être moins vulnérable sur ces leviers-là et mieux piloter votre rentabilité. Parce que mécaniquement, les matières premières vont continuer d'augmenter, sauf que vous ne pouvez pas augmenter à chaque fois autant votre marge sur votre consommateur final. Et donc, vous allez gratter en marge petit à petit jusqu'au moment où ça ne deviendra plus viable. Le but est aussi d'identifier toutes ces poches-là pour se dire, OK, comment est-ce que je peux me désengager de ces sujets-là pour être moins vulnérable sur mes marges. Et ça, c'est tout l'exercice et de double matérialité et de CSRD. Bon, en attendant une petite dernière peut-être, ben, je voulais te remercier Thomas pour ton intervention. Je pense que c'était fort intéressant et pertinent. Et je pense que pour certaines personnes, ça a pu un peu faire découvrir ce que c'est la CSRD. Maintenant, pour tous les participants, vous n'oubliez pas qu'il y a une deuxième session webinaire sur un autre sujet qui est le sujet très important de la double matérialité qui va se dérouler ben, le 24 avril à la même heure, à 12h15. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà inscrits, mais n'hésitez pas à transmettre le lien à d'autres. Ben, je vous remercie à tous de votre participation. Merci à Thomas Merci et à beaucoup. tout bientôt. Bel après-midi à vous. Au revoir. Allez, au revoir Thomas.